Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire de l'association Les Collectifs. On est un réseau de collectifs de salariés engagés pour l'écologie dans leurs entreprises respectives. Et on va vous parler aujourd'hui d'allier la stratégie de court terme et de long terme pour son collectif. Et je passe la parole aux personnes qui vont animer ce webinaire. Exactement. Bonjour à toutes et tous. On peut passer tout de suite à la slide suivante. Donc ce webinaire, en fait, il répondra à la question comment poursuivre une stratégie long terme ambitieuse sans s'essouffler, c'est-à-dire sans perdre de vue la dynamique du collectif à court terme. Et ce webinaire, il répond en fait au questionnement ou au blocage de nombreux collectifs de notre réseau qui peinent à savoir où elles et ils vont, à définir ou à inscrire leurs actions dans une stratégie long terme. Donc pour ça, on a dégagé pour vous deux moments. D'abord, et c'est sur la slide suivante, d'abord le moment de la création d'un collectif et ensuite, dans un second temps, le moment d'un passage à l'échelle. Donc pour la création du collectif, la stratégie, en fait, c'est de créer et d'entretenir une dynamique. Il faut impliquer les membres avec des actions faciles et rapides et des résultats visibles. Pour ça, on vous propose deux modes d'action. Le premier mode d'action, c'est la sensibilisation. Ça peut passer par exemple par l'organisation d'ateliers, comme des ateliers tout-automne ou des fresques du climat. Et sur ce dernier point, sur les fresques du climat, on a un collectif qui a pu toucher 130 000 personnes grâce à cet outil. Donc vous voyez, ça a un impact considérable. Vous pouvez aussi organiser des conférences thématiques, des tables rondes ou encore des webinaires. Et donc ça peut vous permettre de rencontrer, de faire venir des experts ou expertes reconnus dans le domaine. On a par exemple un collectif de notre réseau qui a pu faire venir l'ingénieur conférencier Jean-Marc Jancovici ou un autre collectif qui a pu rencontrer la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte. Alors ne vous censurez pas si vous n'arrivez pas à avoir de telles personnalités climatiques. Mais dans tous les cas, oui, on a par exemple certains de nos collectifs qui font venir des experts ou expertes internes aussi de leur entreprise. Mais le plus important, en tout cas, c'est de toujours communiquer sur votre collectif pendant ces événements parce qu'ils peuvent en fait vous permettre, en plus de faire passer vos messages, de gagner un gain à la fois en visibilité et en légitimité. Mais ça peut aussi vous permettre de recruter des nouveaux membres, des nouveaux ou nouvelles membres, et d'accéder à un réseau de contacts non membres mais intéressés par votre démarche. Donc pour conclure sur la sensibilisation, ça vous permet en fait de toucher beaucoup de personnes, de vous faire connaître avec une réalisation visible et reconnue. Et c'est un peu les mêmes choses qui apportent en fait des actions d'exemplarité. C'est notre prochain mode d'action qu'on vous propose et qui est visible. Merci beaucoup. Pour ça, on vous a aussi collecté quelques actions potentielles qui ont plutôt bien fonctionné parmi nos collectifs, selon nos retours d'expérience. Vous pourriez d'abord agir sur la restauration collective, comme instaurer des options bio ou végétariennes dans la cantine de votre entreprise. Et là-dessus, on a un de nos collectifs, par exemple, qui a réussi à instaurer une option végétarienne à chaque repas. Et ce repas est en fait devenu le repas favori des salariés. Donc ça peut vraiment parfois surpasser les attentes. Un autre levier, c'est de travailler sur les déchets. Vous pourriez par exemple aider à la sensibilisation et à l'affichage du tri des déchets en restauration notamment, mais vous pouvez aussi avoir des approches plus originales. On a par exemple un collectif qui s'est appuyé sur le World Cleanup Day et qui mobilise chaque année plus de 700 participants et participantes à cet événement. C'est une manière assez judicieuse aussi d'engager autour de soi, d'apporter du coup de la visibilité à son collectif tout en impliquant concrètement ses membres sur des actions avec des petites réussites. Et un dernier levier d'action qu'on voulait vous proposer aujourd'hui, c'est les déplacements professionnels. Là, on parle plutôt de réviser les règles qui s'appliquent à la politique de déplacement d'entreprise pour y intégrer des critères environnementaux et des voyages d'affaires éco-responsables. Donc, toutes ces actions, que ce soit en termes de sensibilisation ou d'exemplarité, mais les deux sont souvent liés, sont simples à mettre en place, ils n'ont pas ou peu de coûts et une mise en action concrète et visible. C'est des actions qui permettent de motiver et d'engager vos membres et de vous faire connaître au sein de l'entreprise et donc de recruter et de gagner en légitimité et en impact. Ça fait des premières victoires que vous pouvez célébrer aussi, ce qui est toujours engageant. Rien de mieux que des émotions comme la joie pour fédérer autour de vous et grossir vite, ce qui est le principal enjeu donc au moment de la création du collectif.
Mais ensuite, on arrive à un autre moment, le passage à l'échelle. Et là, l'enjeu se complexifie parce qu'il faut que vous continuiez à entretenir une dynamique, mais en y ajoutant une vision long terme. Et c'est sur ce point qu'on va se concentrer pendant ce webinaire. Je laisse la parole à Angèle qui va vous en dire un peu plus. Bonjour à tous et toutes. Donc moi je vais vous parler, hop, on peut passer la slide, de comment articuler une stratégie de long terme et une stratégie de court terme à la fois. Donc comment le collectif peut combiner ces deux stratégies afin de bénéficier des avantages des deux. Parce que pourquoi on combine les deux? C'est parce que chacun a ses propres avantages. Les actions de court terme, elles permettent de rester motivés, de fédérer, d'engager les membres du collectif, et elles leur évitent justement de se désengager en cours de route en restant occupés et en se sentant utiles de façon concrète. En plus de ça, c'est des actions qui demandent moins de temps ou moins d'engagement. En parallèle, l'avantage de se fixer un horizon long terme, c'est que ça nous pousse à ne pas nous contenter justement de ces petites actions ponctuelles, mais à viser un changement ambitieux. Typiquement, ça peut être viser le changement de modèle pour son entreprise, la transformation profonde de son entreprise en fait. Et le fait que le collectif ait cette ambition, ça va aussi permettre de motiver et de donner un sens aux actions concrètes du quotidien et aux actions les plus petites. Ça va créer un but commun entre les membres du collectif et une motivation de fond en fait, contrairement à la motivation court terme de la réussite d'une petite action. Donc ces deux stratégies, du court terme et du long terme, elles sont complémentaires et elles se nourrissent l'une et l'autre. Si on veut garder son collectif actif et motivé, il va falloir réussir à articuler les deux. C'est pour ça que je vais vous présenter deux manières ou deux méthodes différentes pour un collectif de gérer et de faire cohabiter ces deux types d'actions. En fait, ces deux méthodes, on les a catégorisées comme ça parce que c'est deux situations typiques de nos collectifs. Donc on peut commencer par la stratégie que j'ai appelée la stratégie du cap fixe. C'est le fait de se poser un horizon, un objectif à long terme et de le décliner dans une feuille de route avec un rétro-planning. Donc en fait, prévoir une série d'actions concrètes qui mènent à ce but final ambitieux. C'est pour ça la petite image du bateau qui se dirige vers un cap. Donc dans cette stratégie, on commence par définir l'objectif final à atteindre, la situation dans laquelle on veut que notre entreprise se trouve à une date définie, donc dans 10 ans, dans 15 ans. Et ensuite, on travaille à revenir en arrière pour définir les étapes, les actions nécessaires à l'atteinte de cet objectif dans 15 ans, par exemple. Donc, on prend que notre objectif final, ça peut être, par exemple, de faire de notre entreprise une entreprise régénérative. On va se poser en tant que collectif et imaginer à quoi ressemblerait notre entreprise dans 10 ans si elle contribuait réellement à régénérer les écosystèmes et la société. Donc, comment notre entreprise elle fonctionnerait, comment elle interagirait avec les communautés locales, pardon, les partenaires écologiques, les écosystèmes. Et ça va créer une réflexion commune sur ce qu'on souhaite au sein de l'entreprise. Et pour créer cette réflexion commune, on peut par exemple mettre en place des ateliers. Je pense à l'atelier 2030 Glorieuse. Et ensuite, une fois qu'on s'est mis tous d'accord, ce futur idéal, on le rend atteignable en appliquant la méthode du rétro-planning. Il s'agit de regarder le présent avec ce futur-là en tête, afin de voir tout ce qu'il faut changer dans le présent actuel. Donc, dans cet exemple de collectif qui veut transformer son entreprise vers le régénératif, on va planifier des étapes concrètes. L'étape finale, ça peut être convaincre sa direction. C'est typique d'une étape finale, en fait. Et donc, avant cette étape, pour convaincre sa direction, il va falloir sensibiliser son COMEX. Donc, par exemple, pour sensibiliser son COMEX, nous, on a des collectifs qui ont réussi à emmener les COMEX en séminaire. Ensuite, avant cela, il faut obtenir un sponsor. Pour obtenir un sponsor, il faut obtenir une légitimité. Comment obtenir de la légitimité? Ça, c'est une bonne question. C'est une question de fond pour beaucoup de collectifs. La légitimité, elle ne s'obtient pas du jour au lendemain. Elle se construit grâce à un travail professionnel et rigoureux. Par exemple, ça va être rédiger des rapports clairs et détaillés en s'appuyant sur des faits scientifiques clairs quand on tente de convaincre sa direction, se présenter comme des experts du sujet. Ça va être le fait de notifier sa direction, de les tenir informés, par exemple participer aux événements internes en tant que collectif. Et enfin, des actions concrètes et visibles, et c'est là que les actions plus court terme interviennent. Donc célébrer ces actions, célébrer des actions potentiellement faciles et rapides, mais avec des résultats reconnus. Puisque les différentes étapes du rétro-planning, elles sont séquentielles, ça implique de se questionner sur la durée de chaque tâche, d'identifier les interdépendances et les prérequis nécessaires à chaque étape. Donc, par exemple, pour telle étape, il nous faudra une forme de reconnaissance, du temps, il nous faudra des sponsors. Et donc, cette méthode de rétro-planning, elle permet de planifier et de mettre en place des actions tangibles, réalisables à court terme et qui nous assurent d'être sur la bonne voie pour l'horizon long terme.
En fait, pour le résumer en une petite phrase, le rétroplanning, c'est une méthode qui prouve que un futur idéal, est quelque chose qu'on peut faire advenir. Donc on peut passer à la deuxième méthode, la deuxième stratégie. Et donc cette méthode, ça va être, celle, je l'ai appelée un pas après l'autre, ça peut être un jour après l'autre, c'est le fait d'avoir un objectif ambitieux d'intégration de la gouvernance sur lequel commencer à avancer, mais à côté d'entreprendre des actions court terme qui sont annexes. Typiquement, c'est la méthode qu'on retrouve chez nos collectifs qui ont le moins conscientisé le fait d'avoir une stratégie précise pour atteindre le long terme et qui ne sont pas forcément questionnés tous ensemble sur la situation exacte qu'ils veulent atteindre. Donc le fait d'entreprendre des actions court terme de façon parallèle à cette mise en place d'un objectif ambitieux, ça permet de maintenir la dynamique, de se faire connaître, tout en restant plus ou moins aligné avec notre ambition et d'acquérir aussi une forme de légitimité vis-à-vis de la direction. Les actions tangibles, ça peut être commencer à agir par exemple sur la réduction des déplacements professionnels. Donc ça peut participer à changer la culture d'entreprise sur le long terme. Et finalement, c'est aussi ça, en changeant la culture d'entreprise par plein de petites actions, petites entre guillemets, qu'on peut finir par intégrer la gouvernance. Et cette méthode d'articulation, forcément, elle est beaucoup plus flexible que le rétroplanning et elle permet de s'adapter un peu aux circonstances. Donc maintenant que j'ai présenté ces deux méthodes, on peut passer à la slide d'après. Voilà, je vais vous présenter différents leviers sur lesquels votre collectif peut jouer pour réussir à allier cette stratégie de long terme et de court terme, pour réussir à les mener en même temps. Parce que c'est bien beau de se dire je veux une ambition et je veux agir un peu au quotidien, mais il faut aussi avoir des méthodes d'organisation pour réussir à gérer les deux, justement. Donc le premier levier, c'est de se greffer sur les processus stratégiques de l'entreprise, c'est-à-dire saisir les opportunités offertes par son entreprise. Ça peut être profiter de ce que la RSE de votre boîte promeut et les prendre au mot pour avancer vos actions. Par exemple, dans le cas où il y aurait des communications type greenwashing, les prendre au mot vraiment. Ça peut, le fait de se greffer sur ces processus, c'est ce qui permet aussi d'utiliser un budget ou des ressources existants qui auraient déjà été mis en place par l'entreprise et de réorienter ces budgets, ces ressources vers une version plus durable des actions qu'ils proposaient. Donc de faire monter le niveau d'exigence en termes de durabilité sur ces questions. D'autres opportunités, ça peut être un changement de direction, par exemple, s'appuyer sur les demandes des clients ou des fournisseurs, ou les interactions avec d'autres organisations. On a l'exemple parmi nous du collectif de Biomérieux, dont la direction a participé à la CEC, qui est la Convention des entreprises pour le climat, et ce qui a été une opportunité énorme pour faire avancer le collectif, puisqu'à la suite de cette CEC, la direction a adopté une feuille de route et le collectif a réussi à surfer sur cette feuille de route et à se positionner en tant que garant de cette nouvelle feuille de route, pardon. Hop. Le deuxième levier que je voulais, avec vous, dont je voulais parler, c'était le levier des moyens. Donc l'idée là, c'est de ne pas censurer et de ne pas hésiter à demander des moyens, que ce soit du temps, du budget, pour les collectifs qu'ils peuvent, peut-être un alternant, un stagiaire, dans les entreprises dans lesquelles c'est envisageable. Il est utile de se questionner sur est-ce que le collectif porte les actions qu'il impulse? Donc est-ce que c'est possible de donner des actions court terme à gérer à la direction? Et le troisième levier, ça va être la stratégie d'influence. Donc le collectif doit identifier des acteurs clés, des alliés sur lesquels s'appuyer et qui peuvent l'aider à mener ses actions court terme, tout en se ménageant du temps par lui-même pour une réflexion sur leur horizon long terme. Donc pour conclure rapidement un peu nos petits speeches à moi et Laetitia, donc on est au courant qu'élaborer une stratégie long terme, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident. Ça demande une véritable réflexion et c'est pas ce qu'il y a de plus valorisable au quotidien sur le court terme. Donc, quand on avance vers un but lointain, la progression, c'est pas forcément facile à suivre, ça se reflète pas forcément dans les KPIs, mais ce qu'on voulait mettre en valeur, c'est que c'est important de le faire parce que nous, en tant que réseau de collectifs, la différence entre nos collectifs ambitieux ou pas, c'est justement d'avoir cette stratégie de long terme et nos collectifs qui durent, c'est ceux qui réussissent à avoir cette ambition. Merci, c'est tout pour moi. On peut passer aux entretiens ensemble. Ouais, merci beaucoup Angélica pour cette présentation. On va maintenant passer à la deuxième partie webinaire qui est un peu une partie témoignage entre Brice et Guillaume qui sont présents, je vous vois. Le but, c'est de revenir un peu sur vous êtes tous les deux référents de collectif. Je vais vous laisser chacun vous présenter d'abord pendant 1 minute chacun, si ça vous va, pour présenter
qui vous êtes, le nom de votre boîte ou pas, vous voyez ce que vous dites, ce que vous partagez, et surtout quelle est la situation de votre collectif. Et une fois que vous êtes chacun présenté, j'aurai quelques questions pour vous sur ce thème. Si tu veux commencer, Brice, par exemple, par te présenter. Ok, ok, merci. Merci pour cette déjà belle introduction qui montre pas mal d'options, d'éventail d'options pour faire avancer un collectif. Donc moi, c'est Brice de Gromard, je travaille chez BNP Paribas, je suis salarié. Je travaille dans la fonction conformité, dans un rôle plutôt de gestion de projet. Et je fais partie d'un collectif qui est une association de salariés internes qui s'appelle We Level Up by ACD, qui a pour ambition d'accompagner le groupe dans ses transformations pour l'aider à être un acteur plus contributif sur les dimensions environnementales, sociétales, gouvernance. Et donc l'association aujourd'hui, c'est 200 membres. On a une volonté d'être un peu plus nombreux. Historiquement, je vais essayer de faire très court, c'était ACD, Association des cadres de direction, c'était réservé aux acteurs qui étaient hors classe. Et c'était quasi systématique pour les acteurs hors classe, donc on était plus nombreux. Maintenant, on est plus réduit, mais on est plus ouvert. Donc, on accepte plus des cadres, enfin, tout salarié de l'entreprise qui est désireux de participer à notre projet. Je vais m'arrêter là pour l'instant, pour pas trop prendre la parole. Je vais laisser la place à Guillaume. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Guillaume Dufresne, je travaille chez... Alors ça s'appelle EDF Power Solutions maintenant, ça s'appelait EDF Renouvelable jusqu'à il y a quelques mois. Et donc c'est la filiale du groupe EDF spécialisée dans les énergies renouvelables et le stockage d'électricité. Moi je suis chef de projet dans l'éolien terrestre, ça c'est mon métier de tous les jours. Et il y a maintenant un peu plus de 2 ans, on a lancé un collectif de salariés engagés qui s'appelle Symbiose, et qui a la spécificité par rapport à certains membres des collectifs d'agir sur 3 thématiques, l'écologie, mais aussi l'égalité et la solidarité. Il n'y avait pas de collectif actif sur ces thématiques-là quand on s'est lancé, et du coup, dès le début, on s'est donné ces 3 champs d'action, parce qu'on n'avait pas envie de choisir, et parce qu'on voyait beaucoup de liens entre ces thématiques. On est aujourd'hui une quinzaine de personnes dans l'équipe cœur du collectif. Et après, c'est difficile on a beaucoup d'actions au quotidien. Donc, c'est difficile de dire combien de personnes y participent ou combien de personnes sont touchées. Mais voilà, dans de grandeur, on a une liste de diffusion où on partage au quotidien nos actions et où il y a 120 personnes à peu près. Donc, ça fait au moins 120 personnes qui sont exposées régulièrement aux activités qu'on propose. Voilà. Et pour le reste, c'est un peu à la carte, en fait. On fait beaucoup de choses et les gens viennent. C'est assez informel, en tout cas. Nous, on ne s'est pas structuré du tout en association. Voilà pour la présentation du collectif. Trop bien, merci. Je vais commencer par les premières questions. Je vais commencer par toi, du coup, Brice, pour alterner. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu, pour ton collectif, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif de long terme? Et si oui, comment vous fonctionnez pour avancer vers cet objectif? Ouais. Alors en fait, effectivement, donc au sein de l'association We Level Up, il y a 3 groupes de travail qui ont été mis en œuvre. Donc il y en a un, celui que j'anime, c'est Fort Impact. Il y en a un autre qui est Fort Future, qui veut s'inspirer des technologies pour voir comment on peut, à partir des nouvelles technologies, faire évoluer les comportements. Et un troisième qui est plutôt Gen 50+, qui est plutôt dédié aux personnes qui ont plus de 50 ans, comment valoriser leur parcours, comment faire en sorte que l'entreprise bénéficie mieux de leur expérience. Et donc, Fort Impact, nous, le sujet sur lequel on a décidé d'avancer, de travailler, c'est comment contribuer à une culture davantage responsable dans le groupe. Parce que pour nous, le sujet, c'est en fait, si on a des acteurs qui globalement ont une culture de responsabilité, qui développent des attitudes plus constructives, qui sortent d'une attitude que j'ai envie de dire victimaire ou d'une attitude de sauveur, etc. Eh ben, on fait le pari, enfin moi en tout cas je fais aussi le pari fort, qu'avec ce type d'attitude, on sera plus capable d'appréhender les sujets dans leur globalité. Et du coup, de savoir mieux prendre en compte les fameuses dimensions environnementales et sociétales. Ça viendra assez naturellement.
Donc ça, c'est le pari. Donc ça, c'est l'ambition comment contribuer à une culture davantage responsable. Et alors maintenant, comment on fait? Eh ben, on est plutôt dans l'approche petit pas, là. L'approche, on n'est pas avec un rétro-planning bien défini. Donc aujourd'hui, nos opérations, c'est principalement de la sensibilisation. Donc c'est beaucoup d'organisation de webinaires avec des acteurs internes et des acteurs externes. Là, la dernière action, c'était par exemple, on a fait venir un universitaire qui travaille sur l'indice de démocratie dans les organisations. Et donc l'idée, c'est de dire, ben voilà, il y a des sujets où, parce que pour moi, je fais un lien très fort entre démocratie et culture de la responsabilité. Et donc, c'est par exemple de sensibiliser sur le fait qu'il y a des choses qui existent et qui sont pensées pour aider les organisations à mieux s'évaluer sur leur niveau de pratique démocratique au sein de leur organisation. Et après, une fois qu'on a cette évaluation-là, on peut imaginer plein de choses. Quelles sont les actions qu'on a envie de lancer, etc. Donc ça, c'est un exemple de webinaire pour ouvrir un peu les esprits, pour éclairer sur d'autres aspects, parce que pour moi, derrière la notion de responsabilité, en fait, c'est surtout une histoire de regard. Si je vois les choses différemment, je peux faire évoluer mes comportements. Et pour moi, enfin, voilà. Donc là, donc après, l'autre axe que je voudrais développer, qui n'est pas encore beaucoup développé, j'ai identifié des acteurs au sein de l'organisation et à l'externe. Et l'idée pour moi, ce serait d'organiser davantage des rencontres entre ces acteurs-là pour favoriser certaines synergies, certains projets qui pourraient changer plus en profondeur l'entreprise. Ok, merci. Voilà. Merci pour ces premières réponses. Pour poursuivre, Guillaume, un peu la même question sur quel objectif vous fixez à long terme, et est-ce que tu pourrais préciser un peu en termes d'organisation, comment ça se passe? Tu as expliqué qu'il y avait une équipe cœur, qu'il y avait des sympathisants autour. Est-ce que c'est seulement l'équipe cœur qui est dans le projection long terme? Comment vous organisez là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Comment vous organisez entre cette vision à long terme, entre cette vision à court terme? Alors, on n'a pas vraiment de stratégie long terme, pour être honnête. Nous, on a une particularité quand même, qui est une chance et qui est aussi un défi, c'est que notre entreprise travaille essentiellement dans les énergies renouvelables. Donc, on est un peu vertueux par design, l'entreprise. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont parfaits. Il y a des choses à critiquer dans ces projets, mais on est sur une activité professionnelle qui, par nature, contribue à la transition. Du coup, on n'a pas cette. Il y a plein de choses sur lesquelles on voudrait travailler. On a parlé de la cantine, on pourrait parler du PEI, on pourrait parler de la politique de déplacement. Donc, il y a plein de sujets de fond sur lesquels on doit et on aimerait travailler, mais on n'a pas cette logique ou ce défi, comme beaucoup de collectifs, de participer à la transformation des activités de l'entreprise. Donc ça, c'est une chance, ça peut être un défi aussi, parce qu'en fait, les gens, par contre, la population qu'il y a chez nous n'est pas plus engagée que la moyenne. Elle est, c'est une population à la Défense où on est essentiellement de cadres classiques, quoi. Il n'y a pas plus d'engagement au quotidien que le reste. Mais du coup, on n'a pas nécessité, nous, vraiment, à penser cette politique de transformation de l'entreprise à long terme. Donc, c'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur des choses du quotidien, quand même. Pour répondre à la question sur l'organisation, on s'appuie sur les grands principes de la gouvernance partagée. En gros, on ne veut pas rajouter de la complexité et de la difficulté à des personnes qui veulent s'engager. Donc le principe, c'est si tu veux faire quelque chose, tu lèves la main en disant je veux faire quelque chose, on s'assure que personne n'a de réserve majeure à ce que tu veux faire, c'est-à-dire que ça ne vient pas percuter complètement la raison d'être ou la charte de notre collectif, et après on dit bah vas-y, fais-le et nous on se mettra à ton service. Donc il y a un exemple, par exemple, d'une personne qui n'est pas dans l'équipe cœur récemment, mais qui a voulu prendre la main sur la question de la politique de transport, de déplacement de l'entreprise, etc. Bah, on lui dit, bah, ok, vas-y, il était motivé, et donc il a pris le sujet en main, et le lead là-dessus, et il ne fait pas forcément partie de l'équipe cœur, mais s'il veut venir à notre réunion, il peut le faire. Et d'ailleurs, l'équipe cœur est très ouverte. Aujourd'hui, on explique aux gens comment ils peuvent participer au collectif, donc il y a différents niveaux d'investissement, mais à chaque fois qu'on fait une présentation du collectif, on dit que la porte de l'équipe cœur, elle est ouverte. On n'est pas arrivé à un nombre de personnes actives
ultra active dans l'équipe cœur qui nous permet de fermer la porte en disant bon, on n'accepte plus personne. Donc on est assez ouvert sur ça, et on a aussi un fil rouge qui est très important pour nous, qui est la question du lien social au sein de l'entreprise, parce que on a la conviction que c'est sur la base des rencontres physiques entre les gens que vont apparaître les projets. Moi, dans la vie, je ne peux pas savoir ce que je vais faire avec une personne avant de la rencontrer. Et je pense que c'est les projets qui doivent s'adapter aux personnes et pas les personnes qui doivent s'adapter aux projets. Et donc, tout ce qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre au lien social au sein de l'entreprise, même si ce n'est pas directement dans nos thématiques, eh ben, on s'en fait les sponsors. Par exemple, une fois par mois, on organise une session de jeux de société. Ce n'est pas spécialement dans la thématique écologie, solidarité, égalité, mais c'est un moment où on se rencontre. Et en fait, autour d'une partie de jeux de société, on parle d'autre chose. Et un dernier point aussi, c'est que, en tout cas, ça c'est ma vision personnelle, je parle à des collègues, mais je parle aussi à des citoyens, citoyennes. Et je ne fais pas une scission claire entre la porte de l'entreprise, dedans, dehors. Enfin, c'est les mêmes personnes à qui je parle. Et du coup, quand je parle au sein de l'entreprise, je parle de nos actions en tant que salariés, mais aussi en tant que citoyenne, citoyen. Et donc, il peut nous arriver aussi de pousser des choses qui serviront aux gens dans leur vie de tous les jours et pas uniquement au sein de l'entreprise. Et je pense que c'est très important parce que, honnêtement, transformer une entreprise, c'est compliqué quand même. Il y a des logiques, voilà, on vient taper sur des logiques économiques qui parfois sont difficiles à faire tomber. La fonction première d'une entreprise, c'est de faire du profit, et c'est comme ça, c'est le fonctionnement de base d'une entreprise. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors que les gens, c'est des personnes. Et donc, on peut, à mon sens, les toucher plus facilement qu'une entreprise qui est un être, voilà, c'est un être froid, c'est pas de sentiments, ça n'a pas d'émotions, etc. Donc, moi, je pense toujours beaucoup à ça, me dire que je parle à des personnes, j'essaie de les toucher, de les convaincre, de partager des choses ensemble. Et on est beaucoup là-dessus, en tout cas. Ok, merci. Très clair là-dessus. J'enchaîne sur une autre question pour toi, du coup, Brice, sur l'organisation aussi, pour savoir un peu plus comment ça marche dans ton collectif, de savoir est-ce que cette vision que tu portes, est-ce que c'est toi qui la portes, est-ce que c'est une équipe, comment ça s'organise dans la répartition entre un peu le cœur de l'équipe cœur ou du référent, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, et les autres membres, est-ce que les autres sont plus sur les actions de court terme, l'organisation concrète des webinaires, et c'est toi qui portes cette vision à long terme. Comment ça se répartit en fait au sein de ton collectif? Alors, donc l'association, j'ai dit, c'est environ 200 membres, un peu plus. Il y a 3 groupes de travail. Donc l'association, il y a un bureau, il y a un conseil d'administration, donc il y a quand même des structures qui sont déjà là. Le bureau, il est composé des 3 leaders de groupe de travail, donc je fais partie du bureau. Et puis il y a la présidence, là, il y a un président, vice-président, 2 secrétaires. Donc le bureau, on va dire, c'est 6-7 personnes. Les groupes de travail, c'est assez fluctuant. Moi, actuellement, mon groupe de travail, c'est 5 personnes, donc on n'est pas très nombreux. La raison d'être du groupe de travail, elle a été définie à travers des ateliers. On a fait 2 ateliers, donc avec les membres du groupe de travail, pour se mettre d'accord sur. J'ai utilisé le fameux whiteboard là, avec des post-it, etc., pour qu'on se mette d'accord sur le. Il y avait plusieurs questions j'ai demandé à chacun de dire c'est quoi ton truc principal, etc. Et on a regroupé, et puis au bout du 2e atelier, on a défini la question à laquelle on voulait, qui était la plus prioritaire pour nous. Donc ça n'a pas été très très long, mais ça a quand même nécessité 2 ateliers de travail. Et après, aujourd'hui, notre action principale, c'est les webinaires, comme je l'ai dit. Donc les webinaires, j'en organise. D'autres membres du groupe de travail en organisent. Le prochain, ça va être décoder les implicites. Donc, et ça, c'est une autre membre du groupe de travail qui l'organise. Donc là, après, sur les rencontres entre acteurs, ça, c'est le sujet. J'ai pas encore trouvé la bonne clé pour arriver à mettre en musique, même si j'ai des choses qui trottent dans ma tête. Mais le truc, c'est que c'est du temps, et que bon, ce travail que je fais en association, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas ma priorité en temps officiel. Même si au niveau du cœur,
sans doute ma priorité. C'est pas celle pour laquelle je suis payé. Donc donc voilà, ça c'est pour les. Alors par exemple, autre chose qu'on fait que je trouve intéressant, grâce au collectif, je me suis mis en relation avec d'autres collectifs, donc qui sont un collectif chez AXA, un collectif chez Société Générale, et ensemble on commence à réfléchir à des actions communes. Et donc il y a un sujet autour de l'atelier 2030 glorieuse où on voudrait faire une déclinaison spécifique pour le monde banque assurance, et je vais voir où ça nous mène. Et on a l'idée d'organiser un webinaire commun autour de l'entreprise robuste pour avoir une audience qui soit la plus large possible. Donc qui regroupe plusieurs collectifs. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans le dernier webinaire que pour le coup j'ai organisé sur l'indice de démocratie sur les organisations, donc c'était par défaut, c'est communiqué aux membres de l'association, mais à chaque fois, les webinaires sont plus larges, donc on peut toucher des audiences plus larges que les membres de l'asso. Et petite cerise sur le gâteau, les collectifs, vous avez trouvé ça intéressant et vous l'avez partagé à d'autres collectifs de salariés. Donc d'autres collectifs de salariés ont pu être présents au webinaire. C'est pour dire que moi, comme Guillaume, alors là, moi, je suis pour ouvrir les frontières, en fait. Je fais pas de. Je pense que c'est un sujet sociétal, en fait. Donc, il faut qu'on ouvre les chakras le plus possible. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu correctement à ta question, Massimo. C'est très intéressant aussi sur l'aspect de travailler en intercollectif entre différentes boîtes et ce que ça rejoint sur ce que tu disais, Guillaume, sur ça va plus loin que l'entreprise, etc. Si je rezoome justement sur l'entreprise, Guillaume, il me semble que tu parlais que un de vos objectifs et que ça prenait du temps, c'était l'institutionnalisation et rentrer dans le cœur de l'entreprise. Ça peut être un des objectifs du collectif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce travail-là il me semble que tu m'avais parlé d'un board, etc., sur cet aspect-là? Sur l'institutionnalisation, c'est ça? Ouais. Ouais, alors très vite, en fait, on s'est posé la question de savoir qui étaient nos alliés internes, nos alliés et nos partenaires privilégiés. Donc, on a identifié très vite le développement durable, les RH, évidemment, parce que c'est eux qui ont la main sur toutes les politiques de diversité, d'égalité, etc. Et puis la communication interne. C'est les trois départements les plus stratégiques pour nous. Alors après, on essaye aussi de toucher des gens via des relais dans les différents départements de l'entreprise. Mais ça, c'est plutôt en mode bouche à oreille pour que tout le monde ait connaissance des actions, parce qu'en fait, on se rend compte, même 2 ans après notre création, et que nous, on a quand même pas mal communiqué, on a mis des affiches, on a fait une première conférence en mars 2025, bah, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le collectif, ou sinon, qu'on a entendu parler sans vraiment connaître sa raison d'être ou ses actions. Donc, en fait, on a essayé dès qu'on a lancé le collectif, on s'est mis en relation avec ces trois acteurs pour essayer de faire des choses ensemble. Et en fait, l'idée, c'est un peu comment est-ce qu'aussi on peut se mettre au service de ce que vous avez envie de porter. Parce que nous, on a potentiellement plus de temps. Alors, on fait ça en plus de notre travail, mais notre nombre nous donne un temps collectif qui parfois est plus important que les équipes de ces personnes-là. Et puis, on a une liberté d'action qui est assez incroyable parce qu'en fait, quelqu'un qui travaille au développement durable, sur les sujets d'écologie ou au RH sur les sujets d'égalité, bah, c'est sa mission, mais du coup, il doit rapporter à son chef, à sa chef, il a des objectifs. Nous, en fait, bah, sur ça, on fait un peu ce qu'on veut parce qu'on n'a pas de, on a une très grande liberté. Et du coup, ça nous donne une grande liberté d'action, peut-être aussi d'expérimentation, d'aller chercher des contacts. Donc, c'est beaucoup de notre stratégie aussi, c'est on va chercher des gens à l'extérieur à qui on parle. Parfois, juste on échange, on se parle et ça s'arrête là. Et puis, quand c'est intéressant, on essaye de les mettre en contact avec les personnes qui sont décisionnaires à l'intérieur et qui ont du budget, parce que nous, on n'a aucun budget aujourd'hui, pour faire des choses ensemble. Et par exemple, une de nos grandes fiertés quand même, c'est que on a mis en contact la direction des RH avec deux associations qui s'attaquent au sujet des violences conjugales. Et notamment de savoir ce que les entreprises peuvent faire pour aider
leurs salariés, essentiellement des femmes, qui sont victimes de violences conjugales. Et il faut avoir ce chiffre en tête quand même, qu'une femme sur 6 en âge de travailler est ou sera victime de violences conjugales. Donc faites le calcul dans vos organisations, c'est massif. Et je le dis parce que c'est elles-mêmes, c'est l'association qui le disent, ça coûte une fortune aux entreprises. C'est à peu près 2% du PIB des entreprises, c'est le coût des violences conjugales. En perte de productivité, en impact aussi sur les personnes à côté. Et même parfois, ça a des coûts humains très importants parce qu'en fait, une personne qui est victime de violences conjugales montre tous les signes d'une démotivation au travail. Et donc, on peut avoir des personnes qui se font virer parce que juste on pense qu'elles n'ont plus envie de bosser, alors que juste elles subissent des violences abominables. Et donc, nous, ça ne coûte pas des fortunes, hein, ça facture 7 000 euros par an le coût de cette association, pour des choses très concrètes, hein. C'est des mesures qui ont été développées par des victimes de violences, donc ils savent très bien ce que c'est et qui savent très concrètement ce que les entreprises peuvent faire pour développer ça. Donc nous, d'abord, on a parlé avec les fondatrices de ces associations, on a échangé, et ensuite, on a fait échanger deux associations avec l'entreprise, et l'entreprise a décidé de signer avec l'une d'entre elles. Donc là, c'est ultra concret, et on est très heureux de ça, même si maintenant, il faut arriver à faire vivre le sujet en interne pour que les personnes soient au courant que ça existe, s'en saisissent. Et voilà, avec ce défi que parmi ces personnes dont je parlais qui sont victimes, il y en a beaucoup qui n'ont pas mis les mots dessus. Énorme. Chez les victimes comme chez les auteurs d'ailleurs. Parce que j'ai parlé d'une femme sur 6 victime de violences conjugales. En effet miroir, un homme sur 6 en est l'auteur. Donc voilà, ça c'est un exemple aussi concret de choses où on est allé chercher quelqu'un lecteur et on est revenu l'apporter à l'intérieur. Et là, pour tout ce qui est institutionnalisation, c'est vrai qu'après 2 ans d'existence, l'entreprise nous a proposé de se parler à peu près une fois tous les 2 mois avec une représentante officielle des RH et de la com interne, pour essayer de cadrer un peu certaines choses. Et donc nous, on trouve ça très chouette. On se dit, ça y est, on est en train de devenir adulte, quoi. On nous a laissé un petit peu beaucoup de liberté pendant ces 2 premières années. Et là, on veut rendre les choses un peu plus institutionnelles, notamment au niveau de la communication. Et nous, on est tout à fait OK avec ça. Et s'il y a entre guillemets, des lignes rouges ou des choses à respecter, on fera en sorte de les respecter. On n'a pas de souci, avec ça. Ok, merci beaucoup. C'est aussi un exemple, les 2 exemples que tu dis qui montrent que ça se fait dans le temps long et qu'il y a des choses qui prennent du temps sur ce genre de choses. Je vais laisser la parole aux autres personnes si vous avez des questions ou si Guillaume, Brice, vous avez des questions l'un pour l'autre. J'ai vu dans le chat que Laure t'avait posé une question tout à l'heure sur le régénératif. Si vous pouvez lever la main aussi pour poser vos questions, vous pouvez. Je peux relayer déjà la question. Je ne sais pas si Laure, tu veux prendre la parole sur ta question, si je peux juste la lire. Ouais, je vais la lire. La question, c'était y a-t-il parmi vous des collectifs qui ont un cap régénératif? Et la question portait sur notamment savoir est-ce que certains d'entre vous, du coup, ont adopté ce cap-là, et est-ce qu'il y en a qui ont des objectifs par rapport à ça? Je ne sais pas si actuellement dans la session, on a des personnes qui ont ça. En tout cas, alors si ça t'intéresse sur le sujet, on pourra te mettre en contact avec notamment des collectifs dont la direction a fait la CEC, qui du coup ont des feuilles de route sur le sujet. Guillaume, si on te demandait le nom de l'association que tu citais sur les violences conjugales, c'était Brice qui te demandait. Je peux répondre là-dessus. Nous, il y a 2 associations avec qui on a échangé. La première, c'est une association qui s'appelle Opal Care. Elle est très active sur LinkedIn, donc vous la trouverez facilement. Elle a développé un outil d'autodiagnostic de violence conjugale. C'est-à-dire que vous répondez à un certain nombre de questions pendant 15 minutes et ça vous permet de savoir si vous êtes victime de violences psychologiques, sexuelles, physiques, économiques, intrafamiliales. Donc si ça flash rouge, ça vous dit que vous êtes victime de violence et ça vous propose des ressources pour essayer de vous aider. En tout cas, ça vous aide à faire ce constat-là, déjà, qui est loin d'être évident. Et la deuxième association, qui est celle avec qui on travaille, c'est une association qui s'appelle 125 et après, qui a été créée par Sarah Barouk. Donc ces 2 femmes-là sont des survivantes
de violences conjugales, très très graves. Donc elles savent vraiment de quoi elles parlent. Et donc 125 et après a développé un label qui s'appelle Safe Place, dont le principe est de développer du coup un certain nombre de mesures en entreprise. Donc elles ont une liste de 60 actions très concrètes que les entreprises peuvent mettre en place. Et en fonction de la population de l'entreprise, des priorités, etc., l'entreprise doit mettre en place 3 actions la première année et puis une nouvelle chaque année. Et il y a des actions en plus obligatoires qui sont d'organisation des formations, des sensibilisations, etc. Donc voilà. Par exemple, une action très concrète, c'est donner la possibilité aux victimes de violences d'aller porter plainte sur le temps de travail sans poser une journée de congé. Parce que quand on est victime de contrôle coercitif, on ne peut pas prendre un samedi après-midi pour aller au commissariat déposer plainte, c'est impossible. Alors que sur le temps de travail, on peut le faire en cachette de la personne qui est l'auteur de violence. Donc c'est une action et il y en a évidemment beaucoup. On a 2 autres questions qui sont arrivées dans le chat. La première sur Printemps écologique. Frédéric nous dit: je suis intéressé par des collectifs qui ont lancé le syndicat Printemps écologique dans leur entreprise. Je ne crois pas de mémoire que ce soit votre cas, Brice et Guillaume. Il y a chez EDF, au niveau du groupe EDF, il y a une section du Printemps écologique. Mais chez EDF Power Solutions, non. Paul, ouais, tu as peut-être des retours d'expérience là-dessus que tu peux partager. Ouais, je peux peut-être la prendre celle-là, j'allais répondre dans le chat, mais je vais le faire à l'oral. On a effectivement plusieurs collectifs qui ont lancé des initiatives vis-à-vis des syndicats. Déjà, on en voit de 2 types. Il y a ceux, effectivement, qui vont se rapprocher de syndicats et pourquoi pas pousser la création d'une liste, auquel cas, c'est pas forcément dans le cadre du collectif, ça se fait souvent en parallèle d'eux. Et on a des collectifs qui mènent des actions plutôt pour sensibiliser les syndicats, et en particulier en période d'élection, aux enjeux écologiques. Et une initiative qu'on préfère dans notre réseau, c'est quelques collectifs qui ont pu partager aux différentes listes syndicales qui étaient candidates un questionnaire sur les enjeux écologiques pour savoir comment ils se positionnaient. Et ensuite, ils publiaient les résultats de ce questionnaire pour essayer d'outiller les votants sur les engagements et les idées de chacun des syndicats. Ça permettait aussi d'outiller les votants sur le fait que certains syndicats ne répondaient pas à ce genre de questions. Donc ça, on trouve que c'est une manière maligne pour un collectif d'influencer ce genre d'instance sans pour autant se positionner, parce que c'est pas forcément évident pour un collectif de se positionner sur ces sujets, parce que justement, c'est pas connoté pareil, c'est des partenaires de travail aussi, les CSE, donc ça peut vite être vu comme une concurrence, donc c'est pas forcément évident. Là-dessus, je veux insister sur le fait qu'il faut bien y réfléchir avant de partir sur ce genre de stratégie. Pour autant, pour te répondre très franchement, Frédéric, oui, on a des collectifs qui ont fait ça dans notre réseau. Plusieurs même, avec des résultats très variés, allant de on n'a pas gagné, et du coup, non seulement on n'est pas au CSE, mais en plus maintenant, on est un peu blacklisté par le CSE, et du coup, c'est plus compliqué pour nous d'exister aujourd'hui, jusqu'à, on a eu des élus, et franchement, ça se passe super bien, et on a réussi à bien naviguer cette période-là. Et même la direction a compris qu'on avait 2 casquettes et que c'était assez différent. Donc, on a vraiment un spectre très large de ce qui peut se passer avec ça. Donc, je pense que ça doit vraiment se réfléchir dans le cadre d'une stratégie et pas être pris à la légère comme décision, mais c'est une option. Merci. Vas-y. Ouais, merci. Alors, merci déjà Guillaume d'avoir détaillé les associations. Je trouve ça très intéressant. Je pense que je passerai l'information au sein de mon entreprise aux acteurs qui sont susceptibles d'être intéressés. Merci Paul pour ton sujet là sur les syndicats, parce que je pense à un membre de groupe de travail qui veut organiser un webinaire, justement une table ronde avec des syndicats et qui veut les interroger pour justement savoir, pour donner de l'éclairage sur quelque part les projets de chacun des syndicats et aider aux prochaines élections. Donc je pense que ton questionnaire pourrait l'inspirer. Donc je lui passerai l'info. Sinon, sur le régénératif, moi, juste pour info, j'ai prévu, il y a Lumia qui est un acteur assez fort sur le régénératif, et j'ai prévu d'essayer de les faire venir le 2e semestre. Donc voilà, ils sont assez pointus a priori sur ce sujet-là, et donc je pense qu'effectivement ils peuvent apporter un éclairage intéressant. Voilà ce que je voulais réagir en entendant les différentes questions. Et il y avait une question, mais c'était la tienne. Paul, si tu veux la lire à l'oral. Ouais, c'est une question pour vous deux. C'est une question que j'aime bien poser à nos collectifs, et en particulier à ceux qui ont réfléchi à la manière
dont ils peuvent déployer une stratégie ou non. C'est si vous deviez recommencer à zéro votre collectif dans votre boîte ou ailleurs, est-ce qu'il y a des choses où vous estimez, ouais, on a vraiment bien fait de faire comme ça, il faudrait que je garde à tous les coups. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment? Guillaume, je te laisse Ouais. démarrer. Bonne question. Nous, je pense qu'on garderait, le côté de trouver des alliés internes, hyper important. Assez vite aussi, on s'est rapproché des syndicats, j'en ai pas parlé, mais on a la chance d'avoir quelqu'un qui est aussi au syndicat, qui fait partie du collectif. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un allié naturel sur certains sujets, si ça se passe bien. Et ils ont la possibilité de faire passer des messages un peu différents des nôtres, parce qu'ils ont quand même une certaine protection en tant que élus, etc. Donc ça, c'est des alliés. Donc je dirais chercher des alliés en interne tout de suite, clairement. Et ce qu'on ferait différemment, peut-être qu'on avait eu un choix de première conférence qui était peut-être un peu trop ambitieux en termes de pousser les lignes. Et voilà, donc peut-être qu'on choisirait un sujet un peu plus consensuel sur le premier verre. Donc ça, je dirais peut-être se rappeler quand même que ben, il faut peut-être y aller par étapes et que à vouloir aller trop vite ou trop fort, trop tôt, parfois on peut brusquer certaines sensibilités et potentiellement se cramer auprès de certaines personnes qui ont quand même le pouvoir de dire stop. C'est vrai en tant que collectif, on est quand même, je disais qu'on est très libre, mais on est quand même un peu fragile parce qu'on n'a aucune protection, quoi. Donc, faut aussi être un peu vigilant là-dessus. Et tu le dis bien souvent, Paul, il y a des collectifs d'entreprises où ça se passe très bien. Et nous, franchement, on a de la chance, ça se passe très bien, mais il y a des entreprises où c'est beaucoup plus compliqué et faut pas oublier ça, quoi. Faut savoir se protéger, quoi. Voilà. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec l'approche, la philosophie que tu viens d'exprimer, Guillaume. Enfin, voilà, mais pour moi, ça fait partie de l'attitude responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un environnement, on est dans un écosystème, on peut pas faire comme si l'écosystème n'existait pas, quoi. Donc, c'est hyper important de savoir où est-ce qu'on est et, euh, et d'être dans sa façon d'exprimer, de dire les choses, d'être le plus possible humble. Mm. Je viens, voilà, je dis pas que j'ai la vérité. J'arrive avec une idée, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous prenez vous prenez pas, c'est pas problème. C'est juste, voilà, je suis en mode expérimentation, exploration. Donc ça, je pense que c'est. Après, moi, en tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir fait réfléchir mon groupe de travail sur la raison d'être du collectif. C'est ça, je pense que ça, oui. Euh, après, des pratiques que j'ai mis en place, moi, aujourd'hui, on a des outils collaboratifs. Alors, chez BNP Paribas, on est très Microsoft. Donc, on a Teams. Le Teams qui est quand même, je veux dire, qui est quand même pas mal. Elle offre pas mal de trucs. Je trouve qu'on a de quoi jouer avec ce truc-là. Et donc, là, moi, j'utilise le planeur, là, avec des fiches, des tâches. Et donc, à chaque réunion de groupe de travail, et ben, je revois les actions, quoi. Ça avance pas. Et c'est pas grave si ça avance pas. C'est juste qu'on a besoin d'avoir l'info, quoi. Juste qu'on se tienne au courant, etc. Donc, moi, est-ce qu'il y a des choses que je ferais autrement? Aujourd'hui, je sais pas trop dire. Je sais pas trop vraiment le recul pour dire. Pour l'instant, on n'a pas fait de truc où on nous a dit, oh les gars, vous faites n'importe quoi. Donc, c'est pas, on s'est pas senti mal agir. En même temps, moi, voilà, j'aimerais qu'on aille plus loin. J'aimerais davantage j'aimerais que le groupe de travail ait un peu plus de monde. Donc, il y a peut-être un sujet sur le recrutement, euh, comment se faire connaître, comment donner envie. Moi, c'est plutôt ces questions-là, ces enjeux. C'est plutôt des enjeux que je voudrais arriver à mieux tacler. Et nous, Ouais. alors, Et il y a un vas-y, autre point Guillaume. aussi auquel je pense, c'est peut-être un point de vigilance aussi, c'est tout ce qui est communication externe.
faut faire attention avec ça parce que il y a la communication en interne et il y a l'image de l'entreprise en externe. Et aujourd'hui, tout peut aller très très vite sur les réseaux, etc. Donc ça, c'est quand même un point de vigilance. On n'y pensait pas forcément, hein, mais même des choses qui peuvent nous paraître anodines à nous, de discussions qu'on peut avoir à l'intérieur de l'entreprise, bah, exposées à l'extérieur, peuvent poser question. Donc ça, je pense que c'est un point de vigilance. Finalement, après, le gros de la communication se fait auprès de l'entreprise. Donc l'intérêt pour un collectif d'entreprise à communiquer à l'extérieur de l'entreprise est quand même relativement faible, je pense. Mais voilà, ça peut être quand même un point de... Je pense que c'est un point de vigilance à avoir. Bon, nous, on ne l'a pas spécialement fait, hein, mais je pense que c'est bien d'être vigilant là-dessus. Pour les collectifs qui communiquent à l'extérieur, ça peut être un point à aborder assez vite avec leur sponsor, leur direction, parce que ça peut être un point de crispation qui peut envenimer les choses sans que ça soit forcément utile. Si c'est transparent et expliqué dès le début, ça peut éviter des problèmes. Je retiens aussi le recrutement que tu mentionnes, Brice, qui est un point clé pour les collectifs sur lequel on a beaucoup de questions à chaque fois dans nos appels avec tous les collectifs du réseau, qui est un des moyens de faire que le collectif continue tout le temps à être en forme, etc., avec des nouvelles personnes qui arrivent avec des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, etc. Je ne vais pas faire beaucoup plus long là-dessus. Est-ce que on a peut-être une dernière question? Il est quelle heure? Il est 58 aussi, il n'y a pas de dernière question. Je vais tout simplement conclure en vous remerciant déjà, Guillaume et Brice, d'avoir participé à ce webinaire, de nous avoir transmis vos retours et vos expériences. On voulait vous parler d'un dernier sujet qui est le prix des salariés engagés qu'on organise avec l'association Les Collectifs et la Fondation Google Planète, qui sera Je pense que c'est pas que moi qui entend Massimo en buguant. Je vais prendre la suite sur ce prix. Le prix des salariés engagés, on l'organise avec la Fondation Good Planet. C'est une occasion pour nous de visibiliser des actions de salariés engagés et de collectifs de salariés dans leurs entreprises respectives, de visibiliser des actions qui sont ambitieuses et qui vont toucher des enjeux sur les modèles d'affaires, sur la gouvernance, sur les pratiques internes, sur l'exemplarité. On organise ça du coup le 15 avril, place de la Concorde. Ça va être un super lieu éphémère qui sera prévu pour l'occasion et pour plus largement un événement plus large de la Fondation Blue Planet. On aura Yann Arthus Bertrand et plein d'autres invités assez cool, donc n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. On y sera, on a hâte d'y être. Merci beaucoup Guillaume et Brice, et je vais stopper là l'enregistrement.